Bonjour à tous, merci d'être venus sur ce webinaire qui ne va pas tarder à commencer. Comme d'habitude, on va attendre que tout le monde se connecte au fur et à mesure, voilà, avant de démarrer. Je vous rappelle que ce webinaire est organisé par urgencejuridique.com, un site édité par le cabinet FB Avocat, spécialement dédié aux restaurateurs, aux acteurs de la restauration pour les aider à surmonter la crise du Covid-19. Et puisque nous approchons jour après jour de la date de réouverture, eh bien, nous poursuivons notre tour de France des bonnes pratiques de sortie de crise. Et aujourd'hui, nous avons un menu très alléchant avec trois intervenants qui véritablement ont des choses à dire. On va maintenir l'approche qui est la nôtre depuis 2 mois, à savoir une approche pratique, terrain, exploitation, mais aussi on va essayer un petit peu de lancer des pistes de réflexion. Avec nous aujourd'hui, eh bien, trois invités, trois experts. Lydie Catalano, qui est la fondatrice d'une agence IA marketing qui vient et qui va vous présenter tout à l'heure son petit joyau, un algorithme qui s'appelle Lisa, et c'est un algorithme qui fouille, qui trouve, et on va voir, elle va nous présenter ce que cet algorithme a trouvé concernant les usages des consommateurs en relation avec la restauration à quelques jours de la réouverture des établissements. Donc, un petit zoom intelligence artificielle, et puis on enchaînera ensuite avec Fabrice Bourset. Fabrice Bourset, voilà. Salut Fabrice. Un coach. On a effectivement pensé que à quelques jours de la réouverture, effectivement, ça pouvait être intéressant d'avoir cet entretien, cet échange avec un coach qui a l'habitude effectivement d'échanger avec des managers, qui a aussi des choses à nous dire, des choses à nous livrer sur des recommandations juste avant effectivement que vous retrouviez à la fois votre établissement, mais avec votre établissement, votre staff. Et effectivement, c'est pas toujours facile, surtout après 2 mois de rupture. Et on verra avec Fabrice comment aborder effectivement cette échéance sous l'aspect effectivement des bonnes postures du manager. Et enfin, nous retrouvons Damien Fontes. Damien, que vous connaissez bien maintenant, puisque effectivement j'ai toujours un grand plaisir à l'inviter sur nos différents webinars. Damien, qui est l'ambassadeur d'un label Covid-Free, qui effectivement se propose d'apporter une réponse sanitaire globale à ce challenge, ce défi qui est posé à tous les restaurateurs, à savoir réouvrir dans quelles conditions, comment maîtriser le défi sanitaire. Et donc, on terminera avec Damien qui nous apportera un éclairage à la fois sur le label, mais à la fois sur son application. Je vois que vous êtes à peu près tous connectés. Alors, je vous rappelle qu'on va procéder comme d'habitude. Les intervenants, nos invités vont prendre la parole à tour de rôle, et on va se réserver à partir de un petit quart d'heure, 20 minutes, puis pour que vous puissiez poser vos questions. Je rappelle que vous avez à côté du chat un onglet questions, que vous pouvez d'ores et déjà rédiger vos questions, et puis on y répondra à la fin, d'ici une petite demi-heure, 40 minutes, 45 minutes. Comme d'habitude également, vous retrouverez ce webinaire en replay sur le site urgencejuridique.com, et vous aurez également la possibilité de télécharger le dossier complet avec les slides de nos trois intervenants. Donc, si tout le monde est prêt, c'est parti. On va commencer avec Lydie. Bonjour à tous, merci. Pardon. Non, je te laisse la parole.
Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, je suis Lydie Catalano. J'ai cofondé une agence qui est née le 1er avril d'intelligence artificielle et de marketing et qui est plutôt tournée vers des développements rapides. Donc voilà, c'est pas une équipe de chercheurs, c'est plutôt une équipe d'artisans du web. En tout cas, c'est comme ça qu'on se définit. Et du coup, quand le coronavirus est arrivé, on s'est dit, mon Dieu, ça va faire forcément des changements dans l'usage. Et on a voulu participer à ces changements et à l'aide des entreprises pour comprendre. Et en fait, il y a une brique du marketing qui s'appelle le marketing prescriptif. Prescriptif. Alors, je vais passer la slide. Donc, très simplement, l'idée, c'est vraiment pas de former à la tech, mais le marketing prescriptif, c'est une brique du marketing qui permet d'utiliser des données collectées et de les transformer en insights. La différence avec d'autres, c'est que l'objectif, c'est pas forcément de faire de la prédiction de chiffre d'affaires ou de panier d'achat, mais plutôt de comprendre comment les usages vont changer et du coup d'être ce qu'on appelle centré utilisateur. Donc, on a développé un algorithme qu'on a nommé Lisa. Vous verrez, tous nos algos ont des prénoms en A. Comment il marche de manière très simple? On s'est dit, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre quelles sont les modifications, pour comprendre quelles sont les modifications d'usage. Aujourd'hui, ce que les gens utilisent le plus, et surtout quand ils sont enfermés, c'est les réseaux sociaux. Et du coup, on a lancé un algorithme qui était capable d'apprendre à partir de la manière dont les gens vont s'exprimer, que ce soit dans le choix des mots, mais aussi dans leur ordonnancement dans une phrase. Et du coup, on utilise en termes de technologie ce qu'on appelle les réseaux de neurones. L'objectif, c'est d'anticiper et de comprendre les changements d'usage et d'aider nos clients à développer des produits et des services qui répondent à ces changements. Le process, il est simple. On récolte, on analyse, on recommande. Alors, on va voir tout ça. Donc, le premier use case, ça a été la continuité pédagogique. Pourquoi? Parce que j'étais prof d'art plastique avant de me reconvertir dans la finance et les statistiques pendant 8 ans. Et du coup, j'ai un mari enseignant qui, quand il s'est retrouvé à devoir enseigner à 650 élèves, était complètement perdu. Et du coup, mon objectif, c'était de savoir qu'est-ce qui bloquait dans la continuité pédagogique et comment on pouvait développer, grâce à l'intelligence artificielle, un outil et un produit qui le soulagerait dans sa charge de travail. Et si c'était vraiment performant, pourrait soulager d'autres profs. Du coup, on a choisi Twitter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Twitter, c'est 166 millions d'utilisateurs quotidiens et c'est 12 millions d'inscrits pendant le confinement. Donc, du coup, ça nous a permis d'avoir une base de données qui était vraiment importante et qui s'alimentait tous les jours avec des profils caractéristiques de Twitter. Donc, c'est plutôt à la base un réseau business, mais surtout l'arrivée des étudiants, des profs et de pas mal de personnes qui devaient être contraintes par le télétravail. Qu'est-ce qu'on a fait? On a analysé. Alors, j'ai oublié un, c'est 150 000 tweets en 5 jours. C'est pas 50 000. Je vous ferai la correction. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de voir quelles étaient les grandes thématiques et les grosses frictions qui arrivaient. Donc, notamment en termes d'usage, on s'est servi beaucoup de ce qui se passait au niveau de l'attestation. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de foyers en France qui n'étaient pas équipés d'ordinateurs et d'imprimantes. Et en fait, on l'a vu grâce à la thématique attestation. Et du coup, tous les profs qui envoyaient leurs cours sur support PDF avec des cours à imprimer, on a vu que beaucoup d'élèves étaient obligés de recopier. Donc, c'était extrêmement chronophage. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y a énormément de profs qui n'étaient pas équipés, qui n'avaient pas forcément les éléments. Donc, du coup, on arrivait avec beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et on a commencé à avoir des tweets assez ironiques sur le fait qu'il fallait au moins 3 ordinateurs à la maison, que les cours n'étaient pas disponibles sur mobile, qu'il fallait avoir une formation, etc., etc., pour pouvoir assurer le support à la maison. Donc, ce qu'on a fait… Hop, toute petite souris. Donc, ce qu'on a fait, Lisa, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récolte les tweets. Ensuite, je lui demande de les fouiller par thématique. Donc, ça a été mes grandes thématiques. L'attestation, le fait d'être confiné, le travail, l'adoption du télétravail, comment ça se passait en famille, comment c'était géré le fait d'être chez soi et du coup, les modifications par rapport au Covid. Ça, c'est les grandes thématiques. Ensuite, vous avez tout ce qui est masque soignant, etc., avec des sous-thématiques. Et en fait, si vous regardez, il y a une évolution. Et dans cette évolution, ça nous a permis de voir plusieurs éléments. Déjà, BFM TV nous a permis de faire apprendre l'ironie aux bots parce qu'à un moment donné, il y a eu Pokémon qui est ressorti et il a fallu la recalibrer.
et aussi de voir des nouveaux usages au niveau du mobile. Le mobile est devenu extrêmement important et du coup, toutes les frictions que ça posait avec le télétravail. Donc ensuite, ce qu'on a fait en équipe, parce qu'on a déjà, enfin, on a 2 mois d'existence, mais on a déjà des partenariats avec d'assez grands acteurs. Et du coup, ils avaient vraiment besoin de notre aide. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des brainstorming avec ce qu'on appelle les équipes de design et de marketing pour commencer, à partir du scoring qui avait été fait de Lisa, donc au premier jour, à écrire des scénarios de changement d'usage pour pouvoir proposer des solutions. Donc, tout ce qui est jeu, mais pas forcément imprimé. Qu'est-ce qui est possible de faire avec du vocal, notamment pour les personnes qui savent pas lire. Qu'est-ce qu'on peut développer? Donc, nous, on est spécialisé dans tout ce qui est interaction homme-machine, notamment à travers les chatbots. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire avec un chatbot? Et on a tout scénarisé. Et ensuite, on a, en fonction des scores que Lisa a donnés, priorisé ou pas nos actions. Si tu peux changer, Franck. Allô? En fait, je vois pas la slide d'après. Ah. Bon, et ben, je vais. Alors moi, je peux la faire sans, mais c'est pour vous que ce soit moins pratique, que ce sera moins pratique. Improvise. Enfin voilà. Franck va revenir. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était travailler par rapport donc au chatbot. Pour savoir ce que c'est qu'un chatbot, c'est un programme que vous allez avoir surtout sur les sites e-commerce, sur les sites aussi de SAV. Vous en avez chez EDF, vous en avez chez certaines banques. Et du coup, on a déployé un premier test. Donc le confinement a démarré le 18 mars. On avait les premiers tests de l'algo le 20. Et on a déployé un premier chatbot le 30 sur une classe. Et l'objectif du chatbot, c'était de permettre d'avoir des cours d'histoire des arts complètement dématérialisés pour avoir une plus grande participation, en fait. Et ce qui a été intéressant, c'est que cette participation, on a vu qu'il y avait un engouement qui était très rapide. On est passé à peu près de 40 à 50% sur certains élèves de participation à 95. Du coup, on l'a déployé ensuite à l'échelle de l'établissement, puis à l'échelle nationale. Et aujourd'hui, donc, on a 2 bots qui tournent. Ils ont un peu moins de 2 mois d'existence. Ils ont fait 5 964 utilisateurs. Ils ont fait presque 58 000 interactions. Ils sont dans 45 pays parce qu'il y a quand même pas mal d'AFE qui l'utilisent pour des étudiants ou des élèves qui sont non francophones, mais inscrits dans des établissements pour apprendre le français. Et environ 668 villes. Et du coup, ce qui fait que ce bot, il a fonctionné, c'est pas du tout une merveille technologique. C'est que grâce au marketing prescriptif Elisa, on savait exactement quels étaient les points de friction. Et si on résolvait ces points de friction, donc le fait d'avoir quelque chose qui soit interactif et ludique pour les élèves, le fait que ce soit responsif, que ce soit facile à télécharger, ce qui évite les aléas du direct, parce que du coup, c'est des supports extrêmement légers qui permettent de ne pas avoir de gros besoins de connexion. Parce qu'en fait, en France, on a l'impression que tout le monde a Internet. Oui, on a Internet, mais il y a des endroits où vous n'avez pas le même débit. Bah, du coup, ça a permis de le déployer de manière nationale très, très vite, d'avoir un engouement et d'avoir… Aujourd'hui, on a une quarantaine de profs qui l'utilisent. OK. Voilà. Hop. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Franck et Damien, ils m'ont dit, si tu devais te poser la question pour des restaurateurs, qu'est-ce que tu ferais? Donc, la semaine dernière, alors, on avait déjà des éléments parce qu'on avait suivi pendant le Covid qui permettaient des transformations et on les a complétés en allant faire une fouille les 2 derniers jours. Et du coup, l'idée, c'était de réfléchir à qu'est-ce qui peut avoir changé durablement dans la manière de consommer au restaurant des utilisateurs. Ce qui ressort le plus, donc si on prend toute notre base, on doit être à presque 1 million de tweets, c'est le consommer local. Ça a fait partie. Donc, alors, vous avez eu consommer local, locavore, etc. Il y a énormément de hashtags qui se sont créés autour de la consommation en filière courte. Ça représente quasiment 45% de notre base positive parce qu'on a enlevé les gens qui se plaignent. L'objectif, c'est de voir ce qui était positif et ce qu'on pouvait prescrire. Aussi, le fait que les gens veulent réduire leurs besoins. Donc, ils vont être beaucoup plus regardants. Et du coup, je pense que les marques de fast-food, notamment, s'en sont aperçues parce qu'elles sont très agressives sur la partie hygiène en termes de communication. Donc, effectivement, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à réécrire une offre en mettant en avant des produits locaux, des filières courtes, parce qu'aujourd'hui, ça va être un attendu. En tout cas, c'est ce qui ressort sur les réseaux sociaux.
On a une croissance de recherche sur donc au niveau moteur de recherche de plus 488% sur les demandes liées à la livraison de repas. Effectivement, nous aussi, quand on regarde ce qui a le mieux marché sur Twitter et les éléments qui ont un score plus positif et qui sont retweetés, c'est la notion effectivement de pouvoir être livré à domicile. C'est vraiment une très très grosse tendance. Et depuis aujourd'hui sur Instagram, vous avez même une nouvelle, alors je ne l'ai pas mis, je la rajouterai en annexe, mais vous avez une fonctionnalité qui permet de faire des chèques cadeaux pour des livraisons de repas à domicile. Je suis assez étonnée que ça soit déployé en France. Je pense qu'ils font un test parce qu'en général, les gens sont un peu frileux à l'idée de payer directement sur Facebook ou sur Instagram. Mais effectivement, l'effet Covid fait que du coup, les habitudes changent. Donc, toutes ces plateformes vont tester des nouvelles fonctionnalités et vont du coup commencer à prendre aussi une part de marché sur laquelle ils n'étaient pas avant. Voilà, ça y est. Le deuxième grand gagnant, c'est tout ce qui est vente à emporter qu'on va vraiment retrouver, où effectivement les gens aiment toujours aller dehors et vont avoir cette recherche d'aller chercher du à emporter pour le réchauffer à la maison sur le temps de travail. Alors, c'est pas du tout aussi prégnant. Le problème, c'est que ça part de zéro parce qu'apparemment, c'était pas du tout une recherche faite avant le Covid. On voit qu'il y a eu un pic à partir du moment où il y a eu le confinement. Il y a des pics qui sont irréguliers. Et je pense que ça va faire partie des éléments importants. Pourquoi les gens aussi font moins de la vente à emporter? Parce qu'ils sont très habitués au drive. D'accord. Mais ça fait partie, le click and collect, des grands changements. D'ailleurs, le e-commerce l'a déjà fait. Vous avez des marques comme Sephora, etc., qui ont lancé ces offres-là pour pouvoir contrecarrer les marques qui sont disponibles sur Internet comme Apple. L'hygiène, ça va être un des gros enjeux majeurs. Il y a deux éléments qui l'ont prouvé. Airbnb, il y a eu un gros changement et quand il a annoncé sa fermeture sur les réseaux sociaux, alors je vous les ai pas mis parce que c'est des tweets en anglais et du coup l'entraînement est différent, donc c'est pas le même algo qui le fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui parlaient du fait qu'elles seraient plus du tout en sécurité d'aller chez un particulier parce que elles ont l'impression que les normes d'hygiène sont bien plus respectées à l'hôtel et je pense qu'elles ont raison. Et du coup, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait derrière ça? Ils ont commencé à parler d'un nouveau programme hygiène. Donc ça, c'est ce qu'ils sont en train de développer dès que vous ouvrez l'application. Et bien sûr, Burger King qui a communiqué magnifiquement sur le Burger King, histoire de rassurer les gens. Et effectivement, on se rend compte que leur drive ne désemplissent pas. Ouais. Et ça, c'était déjà présent au jour 6, la peur de l'hygiène. Donc, on aurait eu le marketing prescriptif permet vraiment de l'anticiper parce que nous, on avait l'info assez tôt. Du coup, ça, c'est ce qu'on a trouvé ce week-end. Enfin, ce qu'on a le dernier élément, parce qu'on n'avait pas refait de grosses analyses depuis le déconfinement. Pourquoi? Parce que le confinement a tellement fait vendre qu'à la fin, les scores étaient complètement biaisés par les ventes. Donc, en fait, vous aviez le hashtag confinement est devenu quelque chose d'extrêmement vendeur. Donc, pour tout ce qui est livraison domicile, dans les trucs rigolos, les camgirls, tout ce qui est chaîne YouTube, notamment Jamie, etc. Donc, il y a énormément de produits malgré tout qui seront lancés pendant le confinement. Et du coup, on avait arrêté et on a relancé ce week-end pour voir un peu comment s'était perçu le déconfinement. Et la grosse angoisse, ce qui est intéressant, c'est que le client se met lui-même au centre. On a une angoisse vis-à-vis des murs en plexiglas. On voit qu'il y a deux types de communication qui ont fonctionné. Il y a Amsterdam qui a bien marché parce qu'ils ont un système cher et il y a Milan qui se fait déboîter, où on parle de rendez-vous avec un voyou, où on parle d'avoir une impression d'être un parloir. Donc voilà, ils ont voulu faire une communication et en fait, ça a été bien amené par les médias, mais très mal reçu par les utilisateurs. Par les clients. Ouais, par les clients. Et même les gens qui ont vu les photos mais qui n'ont pas expérimenté disent déjà aux autres qu'il ne faut pas y aller. C'est ça qui est, en fait, ce qui est intéressant dans le marketing prescriptif et le fait de utiliser les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez avoir des réactions avant de lancer un produit. Du coup, ça permet d'avoir un coût économique et de tester ce qu'on appelle des solutions en quick and dirty, comme on dit en technologie. Mais l'idée, c'est de dire, OK, on teste sur un corner. On fait même juste une publication photo. À partir du moment où Internet s'en empare, vous avez un sondage massif en ayant déboursé plus de temps que d'argent.
Donc, pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire demain, c'est revenir à l'utilisateur parce que je pense que c'est un marché extrêmement concurrentiel et qu'on va avoir des utilisateurs et des clients. Je parle d'utilisateurs parce que pour moi, un parcours client, il commence avant qu'on rentre dans votre restaurant. Aujourd'hui, en tout cas, ça va être le cas puisque du coup, effectivement, les marques étant présentes sur les réseaux sociaux et les utilisateurs aussi, avant, on avait TripAdvisor, etc. Maintenant, on a encore plus de modes de communication. Instagram continue à augmenter. Donc, du coup, essayer de le connaître pour vraiment s'adapter à ses besoins et bien le cibler. L'objectif, ça va être d'innover parce qu'il va falloir répondre aux besoins des usagers. La première leçon que moi j'ai eue en marketing, c'est on ne crée pas le besoin, on est obligé d'y répondre, il faut y répondre mieux que les autres. Les besoins ont changé sûrement avec le confinement, les peurs aussi. Et du coup, c'est important de se mettre à la page là-dessus et d'utiliser la data, l'IA et l'informatique pour pouvoir être innovant et aussi faire une veille concurrentielle. Moi, ça m'a permis de découvrir des acteurs que je ne connaissais pas. Et enfin, de communiquer, c'est-à-dire vraiment soyez présents en ligne. Parce que dans mes 1,2 million de tweets, pour trouver qui parlent de restauration, de réouverture, de restaurant ou de marque, à part les gros, c'était compliqué. Donc, après, voilà, on était sur Twitter. Demain, on va se lancer sur Instagram parce que effectivement, ça dépend des clients que vous avez. Mais je pense qu'il faut être un peu partout parce que le confinement l'a montré, les usagers changent de réseau social. Et du coup, il ne faut pas se dire ma cible, elle est uniquement là parce que déjà, la cible, elle va évoluer et on ne sait pas quelle sera la cible de demain. La cible de demain. Merci beaucoup. Alors, oui, il faut je dois dire que j'ai découvert le marketing prescriptif avec toi, Lydie. J'ai bien compris les enjeux qui sont en fait vraiment les enjeux très importants, fondamentaux. Ce que tu as dit tout à l'heure en disant que finalement l'utilisateur est là avant que le produit soit là. Et effectivement, il peut être très intéressant de tester le produit avant même que effectivement qu'il n'existe à proprement parler. Et ça, on peut le faire avec cet outil, cette intelligence artificielle. Je pense que pour pas mal de gens qui sont, pour les participants en tout cas qui sont là aujourd'hui, et même pour nos deux autres intervenants, vraiment une découverte, cet algorithme LISA. Alors, ça sera intéressant effectivement peut-être qu'on poursuive dans un prochain webinaire avec des résultats sur Instagram, sur les autres réseaux sociaux pour voir effectivement, pour faire un panel complet et une revue complète. Alors, bien évidemment, pour toutes les questions pour Lydie et ce marketing prescriptif et cet algorithme LISA, vous pouvez utiliser l'onglet questions. On y répond dans un petit instant. On va maintenant laisser la parole à Fabrice. Fabrice, tu nous entends? Oui, je vous entends. Voilà, Fabrice, coach, qui auquel j'ai demandé effectivement de venir aujourd'hui et de peut-être, pas peut-être, mais de venir faire un point effectivement sur sur c'est quand même un challenge de reprendre l'exploitation avec un staff qui n'a pas été au complet ou même un staff qui n'a pas du tout œuvré pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et effectivement, il y a des postures et des outils à adopter. Et c'est Fabrice qui va faire le point sur effectivement les difficultés liées à la réouverture et au management des équipes. Fabrice, c'est à toi. Merci Franck. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais rapidement me présenter. Donc voilà, je suis coach professionnel et en même temps conférencier. L'idée du coach, c'est d'accompagner la croissance des personnes, mais des équipes ou des organisations en s'adaptant à chaque situation spécifique et à la personnalité unique de chaque personne. Donc rapidement dans mon parcours, j'ai un parcours industriel pendant une dizaine d'années où j'étais responsable sécurité environnement d'une filiale du groupe Total dans des très hauts risques et j'ai eu un grave accident. Donc pour ça la notion de handicap parce que je suis en fauteuil roulant mais en même temps je suis en béquille. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est une de mes marques de fabrique. Depuis cet accident où j'ai voulu sauver un chat, lui il est resté dans l'arbre mais moi pas vraiment,
parce que j'en ai fait une spécificité qu'on peut retrouver dans les entreprises, dans sa façon de manager. Parce que ma spécificité, c'est que je suis un créateur de rencontres avec soi et son environnement. Alors, en effet, que quand on voit un fauteuil roulant et une personne en fauteuil roulant, on voit plus que lui. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est aussi différent, qui a sa personnalité et qui fait partie justement de cette complexité de l'être humain. Et d'où est née ma mission de vie, qui est le bien, vivre ensemble, tous ensemble. D'où ma spécificité d'accompagner plutôt la cohésion d'équipe, les équipes et les managers dans leur communication et dans leur posture de manager avec les équipes. J'aime bien cette maxime. Alors, quand elle n'est pas de Confucius, elle est africaine ou africaine quand elle n'est pas de Confucius. L'idée du coach, c'est non pas de donner du poisson aux pêcheurs, mais c'est de les accompagner à apprendre à construire une canne à pêche. Et j'aime bien cette définition du coach, où l'idée, c'est d'accompagner les personnes dans leur développement et dans leur croissance. Slide suivant. Ouais. Merci. Alors, quand on a préparé aujourd'hui, j'ai voulu vous prendre 3 axes, c'est-à-dire un axe rapide sur les managers, un axe rapide sur les équipes et rapidement quelques outils qu'on peut mettre en place assez rapidement là quand l'activité va redémarrer ou quand elle commence à redémarrer. Donc, j'ai mis quelques images pour symboliser un petit peu le côté manager et le côté équipe. Le côté manager est un peu Superman parce que quelquefois, surtout en phase de stress, on se prend un petit peu pour Superman avec des super pouvoirs. Et quand des situations complexes comme le Covid arrivent, les masques arrivent à tomber et tombent assez rapidement avec les phases de stress. Et une équipe n'est pas une somme de super-héros. C'est des individus, c'est des individualités. Donc, pourquoi ce slide-là? C'est avec le dessin, on voit le nombre d'interactions entre différents membres d'une équipe. Et en fait, qu'est-ce qu'une équipe? Eh ben, c'est justement la multiplication de toutes ces interactions. C'est pour ça qu'une équipe est une entité complexe et non compliquée. Voilà. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller comment on peut analyser sa propre posture de manager, sa propre communication avec les équipes, mais qu'une équipe est aussi une multiplication d'individus. Donc voilà, si tu peux passer aussi au suivant. Alors, là, plutôt la partie manager. Pour la partie manager, l'idée, c'est d'aller réfléchir un petit peu, c'est quoi ma posture de leader, c'est quoi mon identité managériale, parce qu'il n'existe pas un seul profil de manager, ça se saurait, puisque justement, on reste tous des êtres humains, donc avec nos spécificités, avec nos peurs, avec nos stress, avec notre vécu, avec nos expériences, avec nos croyances, on se construit avec ça. Donc, ce schéma est un peu pour aborder la notion de densité qui est valable pour toutes les personnes, mais donc aussi pour les managers. C'est-à-dire qu'il y a une partie excellence qui est plutôt sur le développement professionnel et une partie rayonnement qui est plutôt le développement personnel qui fait la densité d'une personne, donc vous, votre densité en tant que manager. Et que pour avoir une vraie densité, il faut en même temps travailler son rayonnement et en même temps travailler son excellence. Donc, l'idée, c'est avoir certaines étapes en passant très rapidement sur comment être présent à moi, comment avoir la conscience de soi, comment commencer à comprendre c'est quoi ma connaissance de moi, qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur moi et comment je peux agir sur moi. Et le côté plutôt professionnel, c'est identifier ces modes d'action. C'est quoi mes procédures que je mets inconsciemment en route pour manager? Qu'est-ce que je me donne comme moyen pour avancer? Comment je valorise mon domaine d'excellence et comment j'exploite
mon domaine d'excellence. Donc ça, c'est sur le côté manager, et ça permet aussi d'aller un petit peu travailler son stade de développement en tant que manager. Est-ce que, par exemple, je suis un responsable donneur d'ordre? Est-ce que uniquement je suis là pour donner des ordres? Est-ce que je suis un responsable ressources? Est-ce que je suis là pour être une ressource à toute mon équipe? Est-ce que je suis un responsable porteur de sens? Est-ce que je donne du sens à ce que mes équipes travaillent? Est-ce que moi, à mon entreprise, est-ce que je donne du sens? Donc voilà un petit peu, globalement et très rapidement, ce qu'il est possible de travailler sur sa posture de manager et sur son identité managériale. Slide suivante. Là, voilà. Alors, un focus rapide aussi sur une équipe. J'aimais bien ce schéma, donc je vous laisserai lire un petit peu tous les détails de ce schéma qui vient du parcours que j'ai effectué en coach dans l'Institut Maïotis, donc c'est une école de coaching. Donc j'aime bien ce schéma en fonction du contexte socio-économique, donc là on est en plein dedans, comment dans les différentes étapes, un petit peu d'une pyramide dans les équipes, comment ça se passe, comment le stress passe des différents dirigeants, managers, jusqu'aux équipes. Et donc, qu'est-ce que là, concrètement, on peut mettre en place tout de suite par rapport aux équipes? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les équipes, c'est un système de relations complexes entre chaque personne. Et l'idée d'une équipe, quand même, c'est de développer la confiance entre chaque individu, mais aussi la confiance entre leurs chefs, avec leurs managers, avec leurs directeurs, avec tous les membres d'une équipe ou des équipes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dès la reprise, ou qu'est-ce qui est déjà en train de se passer? C'est qu'il va y avoir des moments de régulation. Parce que le contexte a changé, le contexte change, les objectifs que vous aviez avant changent, donc ils ont été modifiés. Le sens du travail, le sens de l'entreprise est en train de changer, et tout ça dans une période d'incertitude. Donc, il y aura des moments de régulation à faire entre les managers, entre les équipes, et que l'idée quand même de la régulation, c'est que tous ensemble, ça soit le système qui résolve le problème. Donc, dans le schéma qui est un peu en diagonale, on appelle ça le continuum de régulation, c'est quelles étapes il peut y avoir dans des équipes. Donc, une mise à plat des représentations, c'est que chacun donne des lieux d'écoute. Donc, je verrai après le slide après sur quelques pistes rapides qu'on peut mettre en place en entreprise. C'est comment mettre en place des lieux d'écoute pour mettre à plat toutes les représentations que chaque personne a sur le Covid, sur la peur, sur la reprise de l'entreprise, sur le sens de l'entreprise, sur la raison d'être de l'entreprise, parce que c'est quelque chose qui est en train de vraiment ressortir, c'est la raison d'être. C'est comment je métacommunique, c'est-à-dire comment je communique mes sensations, mes émotions, comment je me permets de communiquer ce que je ressens. Donc ensuite, il y a toutes les régulations relationnelles, parce que comme dans la vie courante que vous vivez tous les jours, que vous avez vécu avant le Covid et pendant le Covid et après le Covid, c'est que les relations bougent et changent en fonction des individus. Et donc après, il y a toute une partie, quand ça ne marche plus, une partie confrontation, médiation ou gestion de conflit. Donc pour pouvoir coopérer, il faut réguler tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc ensuite, slide suivant, sur quelques outils que j'avais envie de partager avec vous. Donc, il y a deux parties, il y a trois parties dans ce slide. Il y a la partie en haut à gauche, c'est un outil que j'ai utilisé pour moi-même, mais j'utilise aussi avec mes clients managers ou plutôt managers, et dans quelques équipes, on appelle ça la process communication. À quoi sert la process communication rapidement? C'est à connaître c'est quoi les points forts de chaque individu, donc de soi par exemple. Quel canal j'utilise de communication? Est-ce que j'ai une communication plutôt informative ou interrogative? Est-ce que j'ai une communication plutôt directive? Est-ce que j'ai une communication plutôt qui prend soin? Et en fonction des individus et des profils, le canal de communication n'est pas du tout le même à utiliser, mais pour soi, mais pour les autres. Donc, on parle de canal de communication, de la manière dont on perçoit le monde. Est-ce qu'on perçoit le monde avec nos émotions? Est-ce qu'on perçoit le monde de manière factuelle ou avec des opinions? Donc voilà, ça permet aussi d'analyser son style de management.
Est-ce que j'ai plutôt un management démocratique? Est-ce que j'aime bien susciter les interactions? Est-ce que j'ai plutôt un management autocratique, plutôt donneur d'ordre? Est-ce que c'est plutôt dans le bienveillant ou dans le laisser-faire, quelque chose de plutôt ludique, de fun? Donc, ça permet d'analyser son propre canal de communication et comprendre le canal de communication et style de management des autres et comment manager ses collaborateurs. Donc, ça, c'est un des outils qui permet à ça. Et de travailler aussi un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on stresse, quel comportement j'ai sous stress et quels sont mes mécanismes d'échec sous stress et quels sont les scénarios que je mets en place pour rater. Parce que ça, l'être humain a une capacité à mettre des scénarios en place pour faire toujours un peu de la même chose qui ne marche pas. Donc, ça permet de travailler un petit peu là-dessus. Un autre type que j'utilise aussi, qui s'appelle Profil Inc., qui vient des neurosciences. Cet outil permet d'aller analyser c'est quoi mes dynamiques motivationnelles. Sur quel axe je suis motivé, soit sous condition, soit, on va dire, naturellement, je suis motivé. Donc, suivant certains axes, ça permet d'aller travailler. Est-ce que je suis plutôt sur la collaboration? Est-ce que je suis plutôt un taiseux? Est-ce que je suis plutôt sur l'innovation? Et ça permet d'aller travailler exactement là où on est le plus fort. Un peu à l'américaine, c'est pour moi, il vaut mieux aller accentuer ses ressources et ses points forts que de travailler toujours sur ses points faibles. Donc, l'idée, c'est d'aller plutôt sur ses points forts. C'est quoi aussi mes aversions? C'est quoi qui me repousse vraiment et que j'ai vraiment pas envie d'aller? Et il y a aussi une notion d'assertivité, c'est-à-dire comment je me sens en confiance avec moi, avec les autres. Est-ce que je suis très confiant, pas confiant? Est-ce que j'ai peur de la confiance des autres ou de donner ma confiance? Et une partie adaptabilité. Sous stress, comment je m'adapte en fonction des situations. Donc voilà 2 outils rapides parce qu'il y en a des milliers d'outils qui sont tous complémentaires en coaching. Moi, l'idée, c'était de dire comment utiliser des outils de coaching pour vous en tant que manager et dans les équipes. Et rapidement, des exemples que vous pouvez mettre en place très rapidement, même dès maintenant, c'est organiser des lieux de parole sur les angoisses et les peurs. Parce que si les angoisses, les peurs ne sont pas traduites, ne sont pas expliquées, ne sont pas communiquées, on les garde pour soi et à un moment, la cocotte minute, elle pète. Faire un petit inventaire de ce que les gens auraient besoin pour bien travailler. Ça revient un petit peu sur leurs peurs. Par exemple aussi, si vous avez un mur à repeindre, repeignez-le pas tout de suite. Demandez à vos collaborateurs de mettre les mots en changeant le thème par jour, par semaine. Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Des termes positifs. Par exemple, des réunions d'équipe où le café est incontournable le matin. Il doit pas durer 1 heure, mais il doit être incontournable pratiquement tous les jours ou tous les jours, juste pour pouvoir se parler. Un bureau ouvert, par exemple, d'un manager, si vous êtes plusieurs managers, de changer de manager, puisqu'on a plus envie de parler à certaines personnes qui nous correspondent ou qui ne correspondent pas. Et puis prendre soin des gens pendant cette petite pause-là. Et surtout, en cas de reprise progressive, ou même si des gens sont malades, ou avant de recommencer, ne pas oublier ceux qui sont chez eux, ceux qui sont absents ou ceux qui sont encore malades. Souvent, un mot fait toujours du bien à tout le monde, même ceux qui sont à distance. Donc voilà, dans les grandes lignes, rapidement, quelques outils possibles de mettre en place assez rapidement pour appliquer du coaching dans vos entreprises. Alors, Fabrice, comment dire, ton intervention, comment dire, fait écho chez moi, comment dire, d'une manière vraiment juste. Hein. Je pense que ça m'a pris 20 ans à savoir ne pas, comment dire, à gérer mon stress et ne pas le transmettre aux collaborateurs. Pareil pour effectivement, plutôt que de passer, comment dire, des années à essayer de gommer ses défauts, il vaut mieux les assumer et se focaliser sur ses qualités. Je pense que tous ceux qui nous écoutent seront d'accord avec toi. Évidemment, voilà, Profil Inc. Je pense que beaucoup d'entre nous sont passés par là et avec lui, voilà, on a, comment dire, c'était un petit peu la révélation.
Donc voilà, vos questions pour Fabrice dans l'onglet. Bien évidemment, vous aurez toutes ces slides dans le dossier à télécharger dès ce soir ou au plus tard demain matin. Alors, on enchaîne avec Damien. Damien, bonjour, tu nous entends? Bonjour, je vous entends. Et vous? Damien Fontes, DF Conseil, qui est l'ambassadeur de Covid Free, un label justement qui vient un petit peu au chevet de la restauration et de l'hôtellerie. Et voilà, j'ai demandé à Damien de venir à nouveau aujourd'hui pour nous en faire la présentation et nous éclairer sur ces différents usages. Alors, Damien, je lance ton premier slide et c'est à toi. C'est parti. Bonjour tout le monde. En introduction et avant d'aborder le sujet du label qui justifie ma présence aujourd'hui, je voulais juste faire un petit rappel sur cette série de 2 épisodes que nous avons réalisés avec Franck. Et merci Franck d'avoir joué le jeu avec moi. C'était pas tant l'idée de parler de Covid Free que de créer une vraie boîte à outils à destination du CHR et CHRD. De manière à ce que tout le monde puisse aller piocher au travers ces 2 webinaires les différentes pistes de réflexion qui pouvaient être utiles pour lui et s'en servir demain pour rebondir de manière très efficace et très rapide. Voilà la petite parenthèse que je souhaitais introduire avant de me présenter. Donc Damien Fonte, j'ai un peu plus de 25 ans d'expérience en restauration, dont la restauration gastronomique, la restauration commerciale, la restauration rapide, la restauration collective ces dernières années sur du management multisite. Et fort de ce parcours, j'ai créé DF Conseil Restauration qui aujourd'hui accompagne le restaurateur en mode projet et le restaurateur en place dans sa conduite du changement et du développement de son activité avec un regard à ses rentabilités économiques, optimisation de l'EB. Voilà aujourd'hui qui je suis. Franck, je te laisse passer au slide suivant, s'il te plaît. DF Conseil depuis le 14 mars est en pause d'un point de vue commercial, mais ne dort pas pour autant, puisque depuis le 14 mars, j'ai créé une hotline à destination des restaurateurs. Elle est 100% dédiée au CHR et gratuite. J'ai créé un blog qui est actualisé régulièrement avec des liens, des conseils toujours actualisés. Et depuis le 4 mai, je suis ambassadeur Covid Free. Ambassadeur Covid Free, c'est quoi? On va en parler un peu plus longuement derrière, mais le label Covid Free, le premier label de tourisme dédié au CHRD qui va demain leur permettre, je l'espère en tout cas, je croise les doigts pour, et c'est mon objectif en devenant ambassadeur, soutenir ce secteur d'activité qui est en souffrance aujourd'hui et qui a besoin d'aide, de communication et de visibilité demain pour rebondir. Franck, je te laisse passer au slide suivant, s'il te plaît. Covid Free, ça s'adresse d'abord, et c'était la volonté de son fondateur, de son créateur, d'abord au CHR, parce que c'est pas un outil qui est dédié à construire un business model, mais vraiment un outil dédié à soutenir ce secteur. Donc initialement orienté vers la restauration, vers les hôtels, chambres d'hôtes par dérivation, et on a très vite été sollicité sur cette thématique. Les offices de tourisme ont embrayé derrière et nous ont sollicité pour la labellisation Covid Free. Aujourd'hui, je peux vous l'annoncer avec une très grande fierté, l'Office du tourisme du Pays de Gex a labellisé l'intégralité de ses commerces adhérents. Ça représente plus de 100 établissements, dont une quarantaine d'hôtels. C'est donc une labellisation qui s'adresse aussi aux sites touristiques, aux salles de spectacle, au commerce, aux guides touristiques également. Voilà à qui s'adresse le label Covid Free. On ne s'interdit pas demain à regarder d'autres secteurs d'activité au cas par cas et en fonction de la demande. Franck, slide suivant. Covid Free, c'est quoi? C'est d'abord la garantie et un outil de communication permanent entre le consommateur et le professionnel. Et il vous apporte une garantie client parce que vous allez pouvoir communiquer régulièrement avec votre clientèle et ainsi la rassurer sur vos bonnes pratiques en termes de sécurité vis-à-vis de la propagation, la limite de la propagation du virus actuel, Covid-19. C'est une garantie pour les collaborateurs de travailler dans un environnement qui a tout mis en œuvre pour sécuriser sa reprise au travail. Et c'est également pour le chef d'entreprise un label qui va le rassurer, lui, en se disant oui, j'ai mis en place des bonnes pratiques pour mes clients, mais pour mes collaborateurs. Et on le verra indirectement pour nos fournisseurs également, puisque ce sont aussi des acteurs du secteur.
C'est un canal de communication privé dédié à l'intégralité de ses interlocuteurs, clients, collaborateurs, fournisseurs, qui peuvent communiquer en temps réel sur des suspicions de problématiques éventuelles détectées et ainsi pouvoir amener un élément de réponse dans un canal privé, donc en dehors des réseaux sociaux. On maîtrise ainsi sa e-réputation et on limite également les bad buzz. Et Covid Free, c'est quoi? C'est des ambassadeurs implantés sur toute la France. Moi, je suis en Rhône-Alpes. Il en existe aujourd'hui une quinzaine. L'objectif est d'arriver à une vingtaine, 25 ambassadeurs sur la France et dom-tom. Covid Free, comment ça marche? C'est très simple. C'est d'abord un pré-audit avant la reprise du commerce. Et pour les commerces qui ont déjà réouvert, un audit physique. Pour ceux qui sont encore fermés, comme les restaurants et encore quelques hôtels, c'est un pré-audit téléphonique d'1 à 2 heures en fonction de la taille de l'établissement. C'est ensuite un audit conseil sur le terrain à la reprise, à la réouverture. Et c'est ensuite 2 audits annualisés pour le maintien du label. C'est une grille qui est ajustable en fonction des commerces et une largeur d'items qui vient bien sûr qui est différente d'un secteur d'activité à l'autre. On l'a vu, pour un guide touristique, ce ne sera pas les mêmes critères que pour un hôtel ou un restaurant. Un mail unique pour tout le monde en cas d'alerte, c'est alertecovidfree.fr et pour tout contact, c'est contactcovidfree.fr. Franck, slide sur. Ouais. Les entreprises donc peuvent toutes se faire labelliser et entreprendre une démarche de labellisation. C'est d'abord rassurer ses équipes, ses clients et ses fournisseurs. Ça vous permet demain de pouvoir communiquer sur vos réseaux sociaux, sur vos sites institutionnels, sur vos supports papier. Non, ce ne sera pas possible parce qu'on va limiter les supports papier demain tant que le Covid-19 sera présent dans notre environnement. C'est un moyen de transport du virus, mais en tout cas sur tous les autres supports digitaux, c'est un outil de communication. C'est maîtriser votre e-réputation, on vient de le voir, et c'est favoriser la fréquentation de vos établissements. Quand un concurrent n'est pas labellisé et un autre labellisé, on l'a vu tout à l'heure avec Lisa, ça a une incidence, et une incidence commerciale, une incidence économique demain. Tout à fait. Ouais. Je crois que j'ai terminé. Attendez, je vais arrêter le partage. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà pour la présentation. Oui, vas-y. Hop. Voilà. Damien, merci. Effectivement, beaucoup d'exploitants, qu'ils soient indépendants ou sous franchise, beaucoup d'établissements hôteliers se posent la question de savoir quelles sont les bonnes pratiques. Est-ce que effectivement est-ce qu'on peut s'appuyer sur un guide? Et je pense qu'effectivement que voilà, ce label Covid Free répond à ce besoin. Et pour tous ceux qui souhaitent une information plus exhaustive, parce qu'effectivement, en 10 minutes, un quart d'heure, on ne peut pas véritablement déployer et vous présenter la solution dans sa globalité, vous avez la possibilité de prendre contact directement avec Damien. Les coordonnées de nos 3 intervenants figureront dans le dossier que vous pourrez télécharger dès ce soir. Alors, comme d'habitude, c'est le moment un petit peu d'échanger et de répondre à vos questions. Alors, je vais peut-être commencer, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans l'onglet questions. Voilà. Ah, Corinne. Alors, Corinne, question pour Lydie. Pourquoi aujourd'hui les collectes de data sont uniquement sur Twitter? À quel horizon de temps serez-vous sur Insta et sur les autres réseaux sociaux? Alors, pourquoi Twitter? En fait, c'est ce que j'expliquais au départ. On savait qu'il aurait une progression qui serait importante, donc on aurait des utilisateurs qui sont venus via le confinement. Là où Insta et Facebook sont beaucoup plus installés en B2C, et à quel horizon on est déjà en train de travailler dessus. Donc là, aujourd'hui, ça va dépendre des besoins et des demandes des clients qu'on va avoir, parce qu'effectivement, nous, on l'a fait à la base pour faire nos bots et parce qu'on voulait avoir un outil de démonstration. Entre-temps, on a été incubé par IBM, donc ça a été hyper vite pour nous. On a connu vraiment une grosse progression là en 8 semaines et du coup, on est déjà en train de réentraîner le modèle. Mais du coup, c'est ce que j'ai expliqué. Lisa va être exclusivement sur Twitter
parce que du coup, c'est un mode de fonctionnement et de dialogue qui est important et on ne veut pas apporter les biais de Twitter sur Instagram ou Facebook. Donc, on est en train de réintégrer une Lisa Bis qui aura un autre prénom sur Insta et ensuite sur les autres réseaux sociaux. Mais pour ça, il faut qu'on ait des prospects qui soient présents. Sinon, il n'y a pas forcément d'intérêt, il faut que ça corresponde. Mais là, on est déjà en train de travailler dessus. Sur le premier, il a fallu 2 semaines pour qu'il soit opérationnel. Donc, ça va assez vite en fait. Bon, alors moi, Lydie, je suis pas du tout inquiet pour les prospects, hein, vu comment dire la démonstration voilà, de ce début de webinar. Ouais, je pense que de toute façon, on aura l'occasion effectivement peut-être de faire un webinar plus voilà, plus focus sur ce marketing, peut-être les premiers résultats sur les autres réseaux sociaux. Alors, on a une question. Alors, je crois que c'est toujours pour Lydie. Alors, et voilà. Question de Dalila. Et comment réalisez-vous vos études d'interaction femmes-hommes-machines? Alors en fait, on a un outil qui est développé aux États-Unis qui s'appelle un casque qui permet de recorder, je suis désolée, d'enregistrer, cherchez le mot en français, d'enregistrer les signaux qui se passent électriquement dans le cerveau. Et en fait, on est partenaire avec eux pour développer des solutions de données. Et du coup, l'objectif, c'est de mettre un utilisateur face à un produit. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu que quand on le faisait par des questionnaires ou de la vidéo, l'humain, il est gentil en France, on est bien élevé. Donc, on va rarement vous dire votre produit, c'est de la merde ou il me frustre ou je trouve pas. Donc, il va vous dire ça se passe bien. Et même si ça se passe pas très bien, et donc il y a du eye tracking, pas mal de choses, mais pour moi, c'était pas assez précis. Et donc, du coup, là, on travaille avec des casques qu'on a testés sur une quinzaine d'amis et on s'est aperçu que quand on vous génère du stress positif, vous mobilisez beaucoup mieux vos ressources intellectuelles. Et donc voilà, c'est un projet qui en plus et qu'on sert quand on fait tester nos bots pour voir si les bots apportent des choses positives ou pas. Et si c'est intéressant pour l'utilisateur. Tout ça est passionnant. Alors, je regarde si j'ai raté si j'en ai raté ou pas dans le chat. Donc, n'hésitez pas hein, si vous avez encore une question à poser. Voilà. Alors, de toute façon, voilà, vous allez, on va mettre le replay en place et le dossier à télécharger. D'une manière générale, urgencejuridique.com va, comment dire, espacer ces webinars parce qu'effectivement, l'activité reprend et on est, comme vous tous, sur le front. Bien évidemment, pour autant, on va pas les stopper. On va, comment dire, mettre en place peut-être un nouveau format. Un format qui nous permette plus d'échanges, de chat, c'est bien, mais c'est quand même un peu frustrant parce qu'on peut pas échanger, vous pouvez pas échanger avec les intervenants. Et donc on envisage de mettre en place un format plutôt meeting avec donc moins de monde, une dizaine de participants, mais une interaction où vous pouvez échanger directement avec nos experts, avec les intervenants. Et donc on vous donnera l'agenda précis des futurs événements urgencejuridique.com. Je voulais donc vous remercier tous puisque c'est le 6e webinar de cette période de confinement, plus de 400 participants uniques, 700 participants au total. Il y en a qui ne les ont pas ratés. Et donc j'espère que vous avez pu trouver les réponses et les bonnes pratiques qu'on souhaitait mettre à votre disposition. Et vous avez de toute façon toutes les informations, tous les dossiers, tous les replays complets sur le site urgencejuridique.com. Je voulais terminer en remerciant nos 3 intervenants, Lydie, Fabrice et Damien. On garde le contact, on va continuer à faire des choses ensemble. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Merci pour votre attention. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Salut. Salut. Bonne journée tout le monde.